Vue sur Terre fait escale au Sri Lanka, en Singhalais, l'île sacrée. Elle se détache de l'Inde, telle une larme au milieu du vaste océan Indien. La richesse de sa terre et sa position géographique en ont fait une île convoitée. Après plusieurs siècles de présence européenne et de conflits civils, l'île a aujourd'hui retrouvé toute sa splendeur. Shaina est étudiante en gémologie. Fascinée par les pierres précieuses, elle entreprend un voyage au cœur du Sri Lanka et remonte aux origines des saphirs et des rubis. Elle part à la rencontre des mineurs qui creusent les profondeurs de la terre. Jérôme a survolé les 4 coins du globe avec son ballon. Un rêve d'enfant qui se réalise aujourd'hui dans la brume des petits matins sri-lankais. Chaque vol est libéré des contraintes et des interdits. Jérôme et son ballon se laissent porter par les vents à la découverte des merveilles de ce pays et de son peuple. Damadassi est moine. Gardien d'un savoir millénaire, il écrit la parole de Bouddha sur l'un des plus anciens papiers au monde. Sa quête spirituelle le conduit au sommet du Sripada, montagne sacrée où convergent les bouddhistes, mais aussi les croyants d'autres confessions. Toute ma vie est basée sur les principes du bouddhisme. Je n'ai pas d'autre ambition. Je me contente de ce que j'ai. J'ai la chance et la force d'enseigner, de diffuser la parole de Bouddha parmi un grand nombre de fidèles. C'est le but que je me suis fixé. Shaina a tout juste 20 ans. Le périple qu'elle entreprend aujourd'hui prend des allures de voyage initiatique. Les pierres précieuses sont une des grandes richesses du Sri Lanka. Et pour Shaina, c'est aussi une histoire de famille. Elle a grandi entourée d'oncles et de frères, tous négociants en pierre. I'm a student of gemology. Je suis étudiante en gémologie, mais je veux toujours en apprendre un peu plus sur les pierres précieuses. C'est le but de ce voyage vers Ratnapura. J'espère y voir les mines et surtout, j'aimerais acheter des pierres qui sortiraient de là. Ratnapura, en singhalais, signifie la cité des pierres. Depuis toujours, cette région attire des aventuriers aux rêves de fortune. Shaina remonte la piste d'illustres pierres ayant fait le voyage inverse, jusque par-delà les mers, tel le fameux saphir bleu de 22 carats, aujourd'hui propriété de la couronne d'Angleterre. Ajit est né dans cette région. Il est mineur, un métier à risque. Tous les matins, il prie Bouddha pour qu'il le protège quand il sera au fond de la mine. La mine, un univers étrange où tout est différent. La réalité y semble comme distordue. Dans l'obscurité presque complète, la peur tiraille les tripes. Chaleur, humidité, les hommes travaillent dur pour arracher à la terre son précieux trésor. Ajit arrive le premier à la mine, alors que la brume enveloppe encore les rizières gorgées d'eau.
D'abord du feu, puis un thé, pour se donner du courage. Pendant la nuit, la mine se remplit d'eau. Chaque jour, c'est le même cérémonial. Pour la vider, Ajit doit démarrer la pompe. Il y a des rivières et des sources tout autour de la mine. C'est très marécageux dans cette région. Ici, nous sommes dans une rizière. En plus, il y a tout un réseau d'anciennes galeries abandonnées à côté qui sont remplies d'eau. Ça fait une énorme réserve qui s'infiltre partout dans notre mine. C'est la passion de Shaina pour les pierres qui l'entraîne au plus près des saphirs bleus, des rubis ou encore des pierres de lune. Autant de noms légendaires qui ont bercé les récits de son enfance. C'est l'aventure de voyager avec ces tuk-tuk. C'est une bonne expérience. Je pense que c'est le meilleur moyen de transport pour réaliser mon projet. Là, je vais dans un lieu isolé, difficile d'accès. Ici, on ne peut pas venir en voiture. Les routes sont trop étroites. Seul un tuk-tuk et ses 3 roues peuvent passer. L'histoire des gemmes au Sri Lanka date de plus de 2500 ans. Ce sont plusieurs centaines de mines artisanales qui parsèment cette région. Les galeries sont creusées dans ces terrains humides où l'on cultive le riz en surface et où les hommes cherchent dans la boue ce qui les rendra riches. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un boulon qui s'est desserré. Il faut réparer. Passe-moi la clé, s'il te plaît. C'est une machine très solide, même si elle est un peu rouillée. Tu sais, on peut transporter des charges lourdes malgré tout, il n'y a pas de souci. Ce genre de panne arrive, mais ça se répare vite fait. Il n'a que 3 roues, mais on peut compter dessus. Ça passe partout. En cas de panne, il n'y a pas de problème. On répare avec les moyens du bord et ça repart. La famille de Shaina commerce depuis longtemps avec Ajit. C'est sur les conseils de son clan qu'elle lui rend visite pour qu'il lui ouvre les portes de cet univers aussi fascinant qu'oppressant. Donc c'est là que tu travailles. Oui, c'est ça. Comment vous descendez? Tu vois là, il y a une échelle. On l'attrape et on descend doucement. Ça descend à quelle profondeur? Environ 8 mètres. Et alors, comment ça se passe une journée ici? On arrive sur le terrain vers 5h30 et on commence par démarrer la pompe pour vider l'eau qui a rempli la mine pendant la nuit.
À 8h30, c'est bon. වතුර එළියට යන්න. Pendant qu'on pompe l'eau, on prépare le bois pour étayer les galeries. On fabrique ça ici, juste à côté. Quand tout est prêt, on laisse tourner la pompe à eau et enfin, on peut démarrer la pompe à air. Ça t'intéresserait de descendre dans la mine pour voir? ඔව් බහින්න ආසයි. හැබැයි Je sais pas, j'ai un peu peur. Il n'y a rien à craindre? ඒක ලිස්සනවා ඇතිනේ. C'est glissant, non? Un peu, mais ça va. එරෙන ගතිය හැම ඇති. ස්ටික් On s'enfonce pas trop dans la boue? ගතිය හැම කකුල. Non, non. Chaque jour, rempli d'espoir, il faut descendre et redescendre encore. Il faut basculer dans cet autre monde qui contient la promesse d'une découverte, une pierre qui fera la richesse de chacun de ces hommes. Et puis, s'enfoncer dans les galeries profondes, à la seule lueur des bougies, loin de la surface et du monde des vivants. Tout ce bois qui est là, il peut s'écrouler. Alors là, il faut se sauver vite fait. Si les poutres cassent, on se fait tous écraser. C'est pas très solide et ça soutient toute cette boue qui est lourde. C'est déjà arrivé que ça casse. Alors là, c'est la guerre entre la vie, la mort et la terre. Au bout de la galerie, l'air est rare et l'humidité à son maximum. Et pourtant, c'est là qu'il faut travailler. Creuser le filon à main nue, car les pierres sont peut-être là, toutes proches, enfouies dans cette boue. Les parois sont colmatées par des fougères, mais ça n'empêche pas l'eau de ruisseler. Le tailleur, lui, doit être méticuleux et précis dans toutes les étapes de son travail. À la moindre erreur, il sait que la pierre sera moins belle, qu'elle ne reflètera pas toute la lumière qu'elle contient. Pire, elle peut se fendre. C'est un art qui s'apparente à celui du sculpteur. Grâce à son talent, d'une base brute et informe, il dégage la beauté pure, celle qui vous transporte et vous subjugue. Celle-là, elle ne vaut pas grand-chose. Mais on la trouve dans les filons. Elle est souvent juste à côté d'une pierre précieuse. C'est le genre de roche qu'on met parfois dans son jardin pour décorer, mais on ne les remonte pas. C'est parfois tout près de ce genre de cailloux qu'on peut trouver des saphirs, des blancs, des bleus, ou alors des rubis, des alexandrites même. C'est comme ça qu'on repère les bons filons. À la rivière toute proche, Agit rêve de fortune.
Je creuse la terre et je gagne un peu d'argent pour bien vivre. Et sans ennuyer personne. Un jour, on tombera sur une grosse pierre et tout le monde sera à l'abri du besoin. C'est ça qui nous donne la force de continuer. L'espoir intense de trouver une pierre d'exception brille au fond des yeux de tous les mineurs. Ce que Shaina trouve ici, ce sont des hommes empreints de courage et d'intuition. Il faut de la chance, mais surtout un savoir qu'aucun livre ne peut enseigner pour découvrir la pierre. Avant de se rendre dans les mines de Ratnapura, Shaina avait étudié les pierres. Des parures, des bijoux, des joyaux remarquables, elle en a vu. Mais ce qu'elle est venue chercher ici, c'est l'origine de ces pierres précieuses qu'Ajit a arrachées à la terre. Des pierres brutes qui révéleront toute leur splendeur une fois taillées. Ça, c'est un rubis. Si on le taille, quelle sera la dimension de la pierre? Je pense qu'on peut sortir une pierre de 4 ou 5 carats. J'aimerais bien t'acheter un saphir étoilé. Et l'autre là, le saphir bleu. Toutes ces pierres ont de la valeur. Trouver une pierre au fond de la mine, c'est vraiment difficile. Et les acheteurs ne connaissent pas toujours le travail qu'il y a derrière. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce que je voulais voir. La vie d'un mineur est très dure. Mais les jours où on trouve une pierre, nous sommes vraiment heureux. Notre travail, c'est comme chercher quelque chose d'invisible. Je suis vraiment heureuse. Je n'ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens. Ce voyage, c'était pour moi une véritable aventure. Mais c'était surtout une bonne expérience. Je suis de retour avec ces deux admirables pierres, un saphir bleu et un saphir étoilé. Ce sont mes deux premières pierres. L'histoire des pierres est aussi ancienne que celle des hommes. Bijoux, mais aussi magie, médecine, science, on leur prête des pouvoirs surnaturels. De tout temps, elles ont exercé une fascination universelle. Les différentes vies de Jérôme l'ont mené aux quatre coins du globe. Professeur de plongée, marin, maître d'hôtel sur un paquebot et aujourd'hui, pilote de montgolfière. Il a volé en Égypte, au Kenya, en Tanzanie, en Libye, en Afrique du Sud, en Floride et en Birmanie. Et finalement, c'est au Sri Lanka qu'il a posé son ballon pour gagner sa vie en assouvissant sa passion et en la partageant avec d'autres. C'est un des plus beaux endroits du Sri Lanka. Là, on est vraiment tout seul. En plus, personne n'y a accès. C'est une île au milieu du lac de Kandalama. Nous, on a la chance de la survoler assez souvent le matin lorsqu'on fait les vols. Et c'est vraiment préservé. C'est un refuge pour tous les oiseaux. Il y a des petites îles partout. Et là, c'est l'île principale où il y a vraiment la nature est intacte.
c'est le Sri Lanka ici. Là, c'est vraiment le Sri Lanka avec les montagnes environnantes, les plantations de thé, les réservoirs, les oiseaux, la végétation luxuriante, abondante. On est vraiment dans le Sri Lanka et Kandalama, c'est vraiment le cœur du Sri Lanka. T'as pas plus libre qu'une montgolfière. La particularité de la montgolfière, c'est que ça ne se dirige pas. Donc, tu es totalement au gré du vent. C'est selon le désir du vent, tu es le passager du vent, tu es l'invité du vent. Tu adaptes en fonction de ce que le vent veut bien te donner, te laisser faire. Donc, c'est vraiment la liberté, mais la liberté selon le vent. Glisser sans bruit, se laisser porter par le moindre souffle. Jérôme a trouvé la machine parfaite pour caresser du regard les plus beaux paysages. C'est le moyen de déplacement le plus basique qui existe. Si tu enlèves le propane, qui bon, est un dérivé pétrolier, tout le reste, c'est de la toile, de l'osier, vraiment... c'est vraiment très très simple. C'est cette bulle d'air chaud qui se trouve au-dessus de nous, qui nous maintient en l'air tout simplement. Qui n'a pas rêvé un jour de voler? Seul dans les airs, c'est en toute tranquillité que Jérôme se permet de prendre un peu plus de hauteur. Voilà, on arrive, 999 et 1000 mètres. Ça y est, on est à 1000 mètres. Voilà. Sympa 1000 mètres, hein. Il n'y a pas un bruit. T'entends peut-être 2-3 chiens par moment, mais c'est tout. C'est la plénitude totale, le calme absolu. Et ben 1080. Allez, on va s'arrêter là. On va commencer à redescendre un petit peu. C'est un rêve de gosse pour Jérôme. Son premier vol en montgolfière, il l'a fait avec Jules Verne, lorsqu'il embarque pour 5 semaines en ballon. Ce livre a fait surgir dans son esprit une évidence. Un jour, il sera pilote de montgolfière. C'est un siècle avant la parution du roman de Jules Verne que 2 Français, les frères Montgolfier, réussissent un exploit. Ils inventent le tout premier appareil qui parvient à s'arracher de l'attraction terrestre et ouvre ainsi la voie à l'exploration vue du ciel. Jérôme est un héritier de cette tradition française. Il perpétue l'esprit d'aventure des pionniers de la montgolfière. Allô ?
Tu vois, par exemple, des endroits comme le petit point marron là-bas, ces endroits où on doit pouvoir poser. Là, on va pas pouvoir y aller parce que dès qu'on arrive au sol, on est projeté vers la gauche. Après, c'est vraiment petit bonheur à la chance en fonction de ce qui va se présenter. Donc maintenant, le but, c'est d'aller le plus bas possible, raser les arbres. Hello! T'as les gamins qui courent vers nous, là. Bye bye! Le problème, c'est de se poser, surtout au Sri Lanka. Il faut viser entre les rizières inondées et la jungle. Pas facile avec un engin que l'on peut à peine diriger. Attention les gars, hop! Hello, Ende? Oh. Hello, France. Yes, France. Chaque atterrissage est un moment fort, une fête aussi. La surprise face à cet invité inattendu cède très vite la place à l'émerveillement. The guy is gonna pull. There's like minimum three guys there. Pull, and he's gonna deflect like this. And some guys they're gonna go on here so it doesn't go into the water, okay? Jérôme peut compter sur l'aide des villageois. Ici au Sri Lanka, c'est toute la communauté qui spontanément vient prêter main forte. Cette complicité avec un peuple qui sait ce que l'entraide veut dire, c'est avant tout ce qui a séduit Jérôme lorsqu'il est arrivé au Sri Lanka il y a 4 ans. Okay, good. Les pêcheurs ont posé leurs filets à des centaines de mètres au large. Et pendant des heures, tous ensemble, ils tirent sur les cordages pour ramener sur le sable les poissons pris au piège. Ça te met vraiment les pieds sur terre parce que tu te rends compte que les pêcheurs, là, c'est vraiment des gens... gros respect. C'est des gens qui vont travailler 5 heures, 6 heures à tirer le filet pour récupérer quelques kilos de poissons, donc gros respect. Du fait que je parle pas leur langue, on parle pas beaucoup, mais au travers des visages, des expressions, on peut vraiment avoir un ressenti par rapport au pays, par rapport aux gens, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre, et ça permet de rester humble et c'est juste partager un moment où, dans l'effort, on va être en phase et on va partager quelque chose, quoi. C'est surtout ça qui est important, c'est de partager quelque chose. C'est dans le silence que chacun constate qu'aujourd'hui, la pêche est loin d'avoir été miraculeuse. Alors, t'apprends que la vie n'est pas aussi simple, elle n'est pas tous les jours facile. Il y a des gens qui aujourd'hui, dans le monde, peinent pour obtenir ce que nous on obtient en appuyant sur un bouton. Eux, ils doivent travailler pendant des heures et des heures avec le respect et en osmose avec la nature surtout. Voilà quoi, j'ai pas beaucoup de mots pour décrire ça, mais c'est une belle leçon de vie. En arrivant dans ce pays, Jérôme a dû défricher le terrain. Il a commencé par chercher les meilleurs décors pour voler et les meilleurs endroits pour décoller. Il utilise les terrains de cricket ou les cours d'école en toute liberté. Ah, moi j'aime tout au Sri Lanka, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Sri Lankais, c'est le pays en général, l'accueil, les gens, il fait beau tous les jours.
De novembre à avril, on peut voler pratiquement tous les matins. Les conditions sont favorables pratiquement tous les jours. C'est idéal pour faire de la montgolfière. Là, ici, vraiment, c'est extraordinaire. Mais pour assouvir sa passion, il faut se rendre en ville pour recharger les indispensables bonbonnes de gaz. Hello, sir. How are you? Jérôme vit au rythme du soleil, car il faut faire décoller le ballon avant qu'il ne fasse trop chaud. C'est la différence de température entre l'air du ballon et l'extérieur qui permet cette alchimie. À 5 heures du matin, il fait déjà 25 degrés. Dans 2 heures, il sera impossible de voler. Pour Jérôme, les montgolfières sont comme la poésie, inutiles et essentielles à la fois pour élever l'âme et contempler le monde. Qu'on soit tributaire de la météo me plaît aussi. C'est-à-dire que tu fasses corps avec les éléments me plaît aussi énormément. Tu es vraiment à la merci de chaque chose, de chaque brise, de la température, de la brume, que tu vas pouvoir voler ou pas. C'est un ensemble de choses qui font que tu n'es jamais sûr de voler. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est codifié. Il n'y a pas vraiment d'espace libre. Le Sri Lanka, c'est vraiment, non pas que ça soit un espace où tu peux faire ce que tu veux, mais il y a beaucoup plus d'espace parce que l'espace est vierge, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de... Et ce que je vais rechercher, c'est vraiment la nature, le contact avec la nature, le contact avec les gens. Et la montgolfière, elle va m'apporter ça, tu vois. C'est vraiment... La liberté totale où tous les matins je fais un vol et puis après la journée elle se passe, t'es grandiose quoi. Dhamma Dassi n'avait que 10 ans quand il a choisi de consacrer sa vie à Bouddha en devenant moine. Au temple de Aluvihara, il cherche à atteindre le nirvana, le stade ultime de l'éveil de la conscience. Bouddha a dit « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. » En suivant les enseignements et la philosophie de Bouddha, Dhamma Dassi emprunte le chemin spirituel qui mène à l'illumination, à la compréhension de notre réalité.
Fais attention aux épines. Grimpe encore un peu. Est-ce que la feuille est belle? C'est bien la jeune feuille? Attache-la bien serrée. Si ça glisse, elle va tomber. Descends-la doucement, la tête en bas. Fais attention à ce qu'elle ne touche pas les autres feuilles. À Aluvihara, les moines bouddhistes perpétuent une tradition vieille de plus de 2000 ans. Tout commence au cœur de la jungle. La feuille ainsi coupée est sacrée. Dhammadasi l'emporte vers son temple, l'un des plus anciens du Sri Lanka. Sa construction remonte à l'implantation du bouddhisme dans ce pays, au IIIe siècle avant notre ère. On va fabriquer un livre de prière traditionnel. Ça s'appelle un Puskalakpote. On commence par préparer les feuilles de palmier qui deviendront les pages du livre. Ça, c'est une tradition très ancienne. Rien n'a changé depuis les premiers manuscrits. L'écriture, c'est le travail des moines. Et tout est fait avec ce que la forêt autour du temple peut nous donner. Tout vient d'ici. Pour fabriquer son livre, Dhammadasi répète les gestes que bien des moines avant lui ont effectués. Ils écrivaient alors sur ces feuilles les enseignements de Bouddha, ainsi que toutes les connaissances de l'époque. Certains de ces ouvrages sont les seuls connus retraçant l'histoire de la région. D'autres sont les témoins majeurs du savoir d'un autre temps pour la médecine ou l'astrologie. Je fais ça depuis que je suis tout petit. J'ai arrêté pendant quelques années, mais j'ai appris tout ça ici. J'aime beaucoup faire ce travail. Je sais aussi écrire. J'ai pas de problème pour écrire le pali. C'est une langue bouddhiste très ancienne utilisée par les moines. C'est un grand moine qui m'a appris à tenir la feuille et le stylet quand on écrit. Mais il ne m'a pas appris l'art de l'écriture. Alors moi, je me suis dit qu'en regardant les textes sacrés, je pourrais apprendre tout seul. Et j'ai réussi. Le temple de Nalanda Gidige est resté hors du temps, à l'écart de l'agitation du monde. Une spiritualité puissante émane de cet édifice. Dhammadasi aime s'y retirer pour écrire les paroles sacrées de Bouddha. C'est le rôle qu'il s'est choisi. C'est la contribution qu'il apporte aux hommes de son temps. Les paroles et la philosophie de Bouddha n'ont pas tout de suite été écrites. Au début, tout était transmis oralement, par le bouche à oreille.
Ensuite, on a commencé à écrire sur ces feuilles. À partir de ce moment, la pensée n'a plus été déformée, car on enseignait ce qui avait été écrit. À l'époque, ceux qui écrivaient faisaient le même travail que moi. Ils vouaient leur vie à cette tâche. J'ai hérité de cette tradition et j'en suis très heureux. Vijjacarana sampanno sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanang buddho bhagavati. Kandy est la ville du bouddhisme au Sri Lanka. On y trouve le temple de la dent de Bouddha, un haut lieu de culte pour tous les adeptes de cette religion de par le monde. Le bouddhisme est pratiqué par la majeure partie de la population et il imprègne tout le pays. Il joue un rôle primordial, à la fois spirituel, culturel et politique. Comme dans toutes les religions, les croyants font des pèlerinages vers les lieux saints, des voyages au cœur de leur spiritualité. Le train qui jadis a permis l'acheminement du thé de Ceylan vers les côtes et a contribué à sa renommée, vibre encore aujourd'hui pour les habitants du pays. Au Sri Lanka, chaque bouddhiste espère aller au moins une fois dans sa vie au sommet du Sripada, la montagne sacrée au centre du pays. Elle se dresse vers le ciel, cône parfait qui relie les hommes au divin. Le Sripada. Alexandre le Grand, Marco Polo et d'autres illustres voyageurs seraient venus voir le soleil se lever sur cette montagne. Les rois du Sri Lanka sont tous venus s'incliner face à sa grandeur éternelle. Le Sripada est un des rares lieux au monde célébré à la fois par les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans et les chrétiens. Bouddha lui-même y aurait laissé l'empreinte de son pied, alors que les hindouistes pensent que Shiva aurait dansé à son sommet. Les musulmans l'appellent le pic d'Adam. Enfin, les chrétiens, eux, y voient la marque de saint Thomas. Nous sommes dans le sanctuaire du dieu Saman, le site à Gangula. C'est un torrent glacé. On se purifie ici et ensuite nous ferons les prières.
Il faut purifier notre corps, nos pensées et notre cœur. Ça donne de la force pour démarrer ce voyage. Les pèlerins sont habillés de blanc. Damadassi leur noue autour du poignet une pièce de monnaie enroulée dans un linge coloré avec du safran. Ils la déposeront en offrande en haut de la montagne. Damadassi accompagne ce couple de pèlerins vers le sommet. Ils ont choisi un jour de Poya, une nuit de pleine lune. Il est consacré à la spiritualité au Sri Lanka. Ils partiront dans l'obscurité afin d'assister au lever du jour. « 4800 marches à gravir pour arriver au sommet. L'effort est intense. Il permet d'épuiser le corps pour libérer l'esprit et atteindre l'illumination. Le but final de tous les bouddhistes, c'est d'atteindre le nirvana, l'étape ultime. Pour cela, nous faisons attention à ce que l'on dit. Nous apprenons à maîtriser la violence qui est en chacun de nous, dans nos gestes, dans nos pensées. Le bouddhisme enseigne la maîtrise de soi. C'est le souhait de tous les bouddhistes et c'est le chemin qui nous mène vers le nirvana. La tradition veut que chaque pèlerin sonne la cloche en arrivant au sommet, autant de coups que de visites effectuées au lieu sacré. À plus de 2200 mètres d'altitude, le son envahit l'espace et exalte la foi des croyants de toute confession. Le manuscrit que tient dans ses mains Damadassi date de plus de 500 ans. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Pujemi buddhang kusumena nena Punyena metena labami mokkhaṃ. J'ai déjà lu ce livre sacré en bas, mais c'est la première fois que je le lis ici. Et c'est un grand honneur pour moi. C'est une expérience incroyable. Si j'accède à ce bonheur, c'est grâce à mon bon karma. C'est le résultat de mes vies antérieures. Toute ma vie est basée sur les principes du bouddhisme. Je n'ai pas d'autre ambition. Je me contente de ce que j'ai. J'ai la chance et la force d'enseigner, de diffuser la parole de Bouddha parmi un grand nombre de fidèles. C'est le but que je me suis fixé. J'envisage de continuer à étudier et à approfondir mes connaissances dans cette philosophie. Et je veux aller le plus loin possible sur ce chemin.